Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi, nous sommes le 6 avril. On va parler politique, en quelque sorte, à cette émission. Deux invités avec vous, Madame, Monsieur. Clarence Renoir du parti UNIR et Madame Marie-Ève Bilodeau, directrice générale de l'Institut national démocratique. L'émission de ce matin, Le Point, cette rubrique, disons mieux, s'inscrit dans le cadre de cette importante rencontre tenue cette semaine par des partis politiques. Clarence Renoir, dont le parti figure parmi ceux qui ont pris l'initiative de se réunir pour discuter de l'avenir en quelque sorte des partis politiques, et Madame Bilodeau, dont l'organisation a choisi d'offrir, je dirais, l'encadrement logistique à la tenue de cette activité. Eh bien, on va essayer de comprendre le pourquoi de cette initiative prise cette semaine. Est-ce que les partis vont pouvoir finalement se réunir pour devenir un bloc à l'avenir, ou bien est-ce qu'ils vont s'arranger de manière à pouvoir mieux fonctionner dans le futur? On ne sait pas. Ce sont des questions que l'on aura donc à poser à nos invités qui sont avec nous, que l'on accueille d'ailleurs avec plaisir. Madame Bilodeau, en Haïti, on dit les femmes d'abord, étant donné que vous êtes fraîchement arrivée. Je me permets de le dire, ça vous fait 4 jours à la tête du NDI, l'Institut national démocratique. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Théodore. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'occasion. Et puis, ça a été un baptême de feu. C'est le mot qu'on puisse dire pour moi. Alors, on va voir ce que cela va donner. D'accord, merci. Votre baptême de feu aussi, Clarence? Oh, ça fait longtemps que je suis dans le hein, quand même. Bonjour Clarence. Bonjour, et merci de répondre à l'invitation de Métropole. Je vous dis merci parce que vous allez nous aider à comprendre surtout ce qui s'est passé cette semaine, surtout le pourquoi d'une telle initiative. Mais vous allez souffrir un instant, le temps de parler un petit peu du NDI. Déjà 30 ans en Haïti? À vrai dire, oui, NDI a commencé en 1986. Et peut-être juste pour situer un peu vos auditeurs, le NDI, l'Institut national démocratique, c'est une organisation internationale, donc qui est présente dans près de 60 pays à travers le monde. Et ça depuis 1983 déjà. Le NDI, le mandat, dans le fond, c'est un appui technique. Nous, on est un partenaire technique qui vise à aider à renforcer les acteurs démocratiques. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de servir l'Institut. Mon premier mandat était au Pakistan. Ensuite, j'ai été capable de poursuivre le mandat avec le NDI au Maroc, en Algérie, en Mauritanie et tout récemment en Tunisie. Alors, si jamais je dis NDI Tunisie, il faut m'excuser, c'est parce que c'est tout récent encore. Okay. Mais donc voilà, la NDI, c'est une organisation qui essaie de faire de l'apport technique, comme je le disais, mais de l'échange d'expériences. Donc, de regarder ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres contextes similaires, avec des défis, des opportunités, de mettre en contact et de faire en sorte qu'on génère des discussions. On part de cas concrets, on part d'exemples d'apprentissage et on voit comment, dans d'autres contextes, ça peut être intéressant, inspirant ou adaptable. Et donc, cette activité qu'on a eue le 4 avril avec plus d'une trentaine de partis politiques, pour moi, était extrêmement intéressant parce que, justement, de voir comment des anciens collègues du NDI qu'on a recrutés, donc quelqu'un de la région, un Bolivien qui a été l'ancien président de la commission électorale de Bolivie, mais qui a aussi opéré pour NDI au Salvador et qui connaît très bien la région, de venir faire des présentations sur d'autres exemples comparables au contexte haïtien qui pourraient être intéressants de prendre en considération. C'est un peu ça, NDI. C'est un peu un autre méthode. Deux petites questions. D'ailleurs, il y a une des questions que je pose souvent aux expats à leur arrivée, aux expatriés à leur arrivée en Haïti. Quand on vous a nommé, quand on a fait de vous la directrice générale du NDI en Haïti, comment vous avez accueilli la nouvelle? Mais c'est moi qui l'ai demandé. Vous avez demandé? J'ai demandé. Bon, j'ai même pas besoin de vous voilà. de continuer. et vos impressions, vos premières impressions, puisque ça fait 4 jours que vous êtes là avec sincèrement, j'étais déjà venue en Haïti. Donc, j'étais déjà venue en 2008 et en 2012 pour le NDI pour aider, prêter main forte à l'équipe locale ici. Et je dois avouer que, bon, pour
Oui, bon, je pense que c'est pas un secret pour personne. Avec mon accent, tout le monde sait que je suis canadienne. Oui, oui. Donc, on a quand même beaucoup de proximité avec, avec Haïti. On a beaucoup d'amis, beaucoup de gens dans nos environs qui sont dans nos réseaux qui sont ici. Alors, c'est un plaisir pour moi. C'est très familier, je dois avouer. Et les Haïtiens sont extrêmement chaleureux. Oui. Et ce qui vous attendait, justement, c'était cette réunion avec les partis politiques? Ah oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai été choyée dès ma première semaine. Alors, j'ai eu l'occasion de prendre part à une activité où plus de 30 partis politiques étaient représentés. Je pense qu'on avait, M. Renoir, 60-70 participants au total qui étaient rassemblés. Oui. Et ça a été pour moi extrêmement intéressant, très égoïstement, de rencontrer ces acteurs politiques, mais aussi de les voir à l'œuvre. À peine arrivés. Et de les voir à l'œuvre. Et puis, la manière dont ils ont été démontré un intérêt par les présentations qui ont été faites. Il y avait aussi un professeur, un sociologue bien connu en Haïti qui a fait un peu l'historique des partis politiques en Haïti, pour un peu mettre la table, si on veut. Et le fait de voir un peu ces partis politiques-là interagir, poser des questions, démontrer un intérêt et rapidement se mettre ensemble pour travailler, ça a été, ma foi... Est-ce qu'à votre avis, cela traduit la santé de la démocratie en Haïti? Ah ben là, ça fait 4 jours, hein? Il faut me laisser le temps de bien... Mais en tout cas, je peux vous dire que durant l'atelier, moi, j'ai été très impressionnée par le sérieux et l'intérêt qui a été démontré, mais aussi par la volonté qui a été manifestée durant cette activité, à tout le moins, de vraiment faire avancer les choses, de voir un peu comment on peut peut-être bonifier ce qui existe actuellement pour faire en sorte que les prochains rendez-vous électoraux et l'environnement et les processus politiques en Haïti soit bonifié. Merci. Clarence, vous faites partie de l'équipe. Est-ce que cette atmosphère bon enfant qui a prévalu à cette rencontre est due au fait qu'on n'est pas en période électorale? Oui, c'est peut-être une explication. Et moi, je souhaite surtout que cette atmosphère se perdure. Effectivement, comme Mme Bilodeau, je dirais, et en tant qu'Haïtien, j'ai été très impressionné de voir l'engouement à participer, le désir de faire des propositions, mais dans un climat vraiment de sérénité, de partage, de compréhension mutuelle. Mais au fond, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est ça aussi, quelque part. L'objectif, c'est mettre les Haïtiens ensemble à travailler. Et j'ai dit ça moi-même en ouvrant l'atelier pour dire que l'essentiel, c'était d'être ensemble, de casser les murs qui nous séparent alors que nous sommes si près l'un de l'autre. Ça peut être de manière idéologique, politique, mais aussi familiale. Ce sont des visages que je connais, ce sont des gens que nous connaissons tous les jours, que nous croisons dans les rues, mais nous ne nous parlons pas pour des raisons parfois politiques. Donc, briser la glace, je crois que NDI nous a offert cette opportunité de nous retrouver ensemble. Car ce n'est pas facile de réunir des partis politiques qui, dans les joutes électorales, parfois, excusez-moi l'expression, se battent entre eux, mais dans le sens démocratique pour gagner des positions électorales, des positions politiques. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une disposition à discuter qui m'a vraiment fortement impressionné. Et je crois que tout le monde dans la salle était conscient de ça aussi, de voir que les Haïtiens pouvaient se réunir et se parler. Maintenant, effectivement, on n'est pas en période électorale, il y a moins de pression sur chaque parti ou sur chaque personne. Mais ça peut durer, ça peut continuer. Et c'est mon souhait personnel. Et c'est pourquoi aussi je suis en politique. Je ne suis pas en politique pour me faire des ennemis, mais parler à tout le monde et voir comment nous pouvons... voir les problèmes ensemble et trouver des solutions ensemble. Et c'était ça l'objectif. Il y avait une trentaine de partis. Il y avait une trentaine de partis. Une trentaine de partis. Et écoutez, si je parle, je dois préciser, Wendell, je ne parle pas en mon nom personnel, ni au nom de UNIR. Je parle au nom de 5 autres partis politiques qui ont pris l'habitude de se rencontrer pendant 2 mois. On a fait 8 semaines de rencontres, de préparation. D'abord pour se rencontrer, se parler, faire connaissance. C'est vrai qu'on se connaissait déjà, mais la connaissance politique, c'est différent. Il y a l'OPL. Il y a la fusion, ce ne sont pas des partis jeunes, je peux dire, quand même. Et le KID, la paix et UNIR, que je représente. Et là, je parle au nom de ces 5-là. On a monté ce groupe de réflexion avec l'encadrement technique offert par le NDI pour nous permettre de dialoguer, de nous rencontrer. Et on a vite commencé à réfléchir pourquoi, excusez-moi Clarence, pourquoi ces 5 partis? Ça aurait pu être plus que ça. Ça aurait pu être plus. Le choix n'est pas idéologique. Non, il n'est pas idéologique. Politique. Il n'est pas politique non plus. C'est des gens qui volontairement ont voulu se rencontrer. Comme à la réunion de mercredi. On avait invité une 50aine de partis politiques, 56 ou 57 partis politiques. 30 ont répondu à l'appel. C'est bien. Il y en a d'autres qui probablement n'ont pas pu parce qu'ils étaient occupés à d'autres activités. Mais c'est un pas extrêmement important. Donc les 5
on a réfléchi, on s'est dit qu'on va travailler. Excusez-moi, Clarence, est-ce qu'il y a des partis importants qui avaient été invités et qui n'ont pas répondu à l'invitation? Je dirais que tous les partis qui étaient là étaient des partis importants. Il y a des partis qui ne sont pas venus, et je vais les citer sans faire de considération. Moi, je ne suis pas là pour juger de ce qui est important et ce qui n'est pas important parmi les partis politiques. Oui, je vous comprends, mais c'est très bien. Voilà. Et c'est vrai qu'un parti comme Lavalas n'était pas là. Le PHTK n'était pas présent. Et donc, on dirait les deux extrêmes. n'était pas présent, voilà. pour citer quelques-uns d'entre eux qui n'étaient pas présents. Mais je comprends aussi que ces partis, ce sont des partis qui étaient probablement occupés à d'autres activités et qui se rencontrent aussi dans d'autres groupes, dans d'autres panels, peut-être. Mais tous, ils étaient invités à cette rencontre. Mais je peux aussi vous dire, si vous parlez d'importance des partis en termes de seniorité sur la scène politique, le RDNP était présent. L'OPL, la fusion, ce sont des partis quand même plus que trentenaires qui étaient présents. Le parti Respect, par exemple, pour prendre parmi les plus récents et unir aussi avec eux. Le PDCH, comment oublier le PDCH qui était présent, le Parti démocrate du feu pasteur Silvio Claude, de sa fille était là, Marie-Denise Claude, et des membres de son parti. Voilà, donc il y avait du monde qui a donné à cette rencontre tout son poids. Et le travail qui a été fait, nous parlons d'une rencontre de partis politiques, d'une rencontre d'hommes politiques. Et de femmes politiques. Merci, Clarence. Et d'hommes et de femmes politiques, moins Lavalas, moins le PHTK. Donc je veux parler de partis qui étaient aux dernières élections. Oui. C'était une grande première, Clarence. Oui, on peut dire ça. Je ne vais pas exagérer en disant parce que les partis ont l'habitude de se rencontrer quand même déjà. Tout à fait, mais parfois l'invitation vient d'ailleurs, vient soit de l'exécutif, soit du secteur privé, mais apparemment ce n'est pas le NDI qui a organisé. Non. L'NDI vous a apporté seulement l'encadrement logistique ou technique. Oui, la facilitation aussi je dirais. C'est un mot qui est bien choisi. C'est le groupe de réflexion qui a pris l'initiative. Et nous avons signé au nom du groupe de réflexion. Le NDI nous a permis, puisque nous n'avons pas de structure organisée au sein de ce groupe, le NDI a fait pour nous la distribution des courriers, les appels téléphoniques pour trouver les membres des partis politiques, parce que nous n'étions pas capables de le faire, parce que nous n'avons pas de structure organisée parmi les 5 pour le faire. Donc oui, le NDI a offert ça. Et c'est une grande première dans le sens effectivement que les partis répondent à l'invitation d'autres partis politiques. D'autres secteurs ou bien d'autres partis politiques? Non, que les partis répondent à l'invitation d'autres partis politiques. C'est ce qui fait de cette rencontre une grande première. Absolument, je suis parfaitement d'accord avec vous. Que c'est une première. Une première tout au moins après les élections qui viennent de se passer. Parce que les partis quand même ont l'habitude de se rencontrer. Spontanément, ils s'entendent spontanément, par exemple, que ce soit pour protester, pour contester, pour dénoncer. J'ai bien noté votre remarque parce que c'est ça aussi l'esprit de notre rencontre. C'est voir comment nous pouvons nous mettre ensemble pour travailler et faire des propositions. Parce qu'un parti politique dans une vie démocratique, c'est ça aussi. Ce n'est pas être toujours dans l'opposition uniquement pour contester, mais c'est proposer aussi. Nous avons voulu faire ça et nous l'avions fait. Nous sommes réunis, et 60-70 personnes, on a travaillé, atmosphère, vous avez dit bon enfant, oui, et on a produit des réflexions et on va continuer à travailler. Je vous en dirai plus, parce qu'on a un comité qui va être élargi maintenant. Parce que ce groupe de 5 n'est pas un groupe fermé. Ce n'est pas politique, justement. C'est un groupe d'initiative. On a pris l'initiative, mais on s'ouvre aussi aux autres. Venez renforcer. Nous allons continuer à discuter. Nous allons essayer de faire des propositions. Et n'oublions pas, le thème, c'est la loi portant la création, le fonctionnement et le financement des partis politiques. Ce sont ces 3 thèmes-là qui ont retenu notre attention pendant la discussion. C'est-à-dire, en plus de cette volonté manifeste de s'asseoir, de se réunir, de discuter, de poser les problèmes auxquels les partis politiques font face, derrière tout ça, il y a aussi autre chose. Vous entendez, vous entendez aussi revoir la loi sur le fonctionnement des partis politiques à l'avenir? Pas à l'avenir, mais là maintenant. C'est sur ça qu'on a travaillé dans l'atelier. On a travaillé en amont, on a fait le travail de réflexion entre ce groupe-là, et nous avons demandé, par exemple, au NDI, de nous aider à trouver des experts. Et Mme Bilodeau vient de vous l'expliquer. On a fait venir un expert latino-américain qui connaît le système haïtien aussi, mais qui connaît le milieu latino-américain, qui a connu
les mêmes expériences démocratiques qu'Haïti. La Bolivie est sortie de la dictature, le Nicaragua, la Bolivie, j'ai dit déjà, etc. Tous ces pays au même moment qu'Haïti pratiquement, ou Haïti à la suite de ces pays-là. Et ils sont passés de la dictature à la démocratie comme Haïti. Donc les expériences se croisent. Et donc ce partage était intéressant à faire avec un expert qui connaît ce milieu, qui a évolué dans le milieu, Salvador Romero, qui est bolivien lui-même, et un acteur haïtien aussi, en termes de regard sociologique sur la vie politique en Haïti, la vie tout court, c'est Laïné Curbon, et qui, donc, ont fait des présentations magistrales au cours de cet atelier pour cadrer les choses pour les groupes qui étaient là. Pour comprendre ce dont nous parlons, ça ne concerne pas uniquement Haïti, ça concerne une expérience démocratique qui traverse toute une sous-région, toute une région, et dans laquelle nous sommes partie prenante de cette expérience. Donc nous avons appris de ça, et on a produit de la réflexion, je vous en parlerai tout à l'heure, sur les 3 principaux thèmes qui étaient... Alors, permettez que discutés. Je demande à Mme Bilodeau, jusqu'où le NDI entend encadrer les acteurs? Écoutez, on a la chance d'avoir un programme et un financement qui est offert par USAID pour mener à bien cette activité ou une série d'activités. Donc, le but de notre programme, entre autres, est de renforcer les partis politiques en Haïti. Pourquoi? Pour renforcer le processus politique et ultimement l'environnement politique pour tous les Haïtiennes et tous les Haïtiens. Maintenant, notre objectif à nous, c'est de voir comment on peut apporter une épaule à la roue, comment on peut apporter dans les échanges d'expériences, dans du coaching, dans des formations, dans des rapprochements comme celui-là. Maintenant, ça nous a fait un grand plaisir de participer à cette initiative-là. Je sais qu'il y a d'autres choses qui se préparent. On va voir comment on peut appuyer, aider et assister. Ça, c'est évident. Je pense que, comme M. Renoir le disait, c'est un début. L'activité du 4 avril a un peu lancé les choses, cadré les choses. L'atelier de réflexion a déjà porté des fruits très intéressants. Mais je pense qu'il y a d'autres acteurs qu'il va falloir éventuellement impliquer, toucher, des plaidoyers à faire avec le Parlement, avec le gouvernement, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et NDI, de notre côté aussi, on travaille avec des partis politiques pour aider à renforcer la démocratie interne, pour aider à les accompagner. Donc, c'est sûr qu'on fonctionne en fonction de leurs demandes, en fonction de leurs besoins. Oui, monsieur. Vous travaillez aussi avec les parlementaires, les élus. Oui, tout à fait, avec le parlementaire, la société civile. Donc, on a plusieurs axes à nos programmes qu'on mène de l'avant et il y a des éléments qui se recoupent, qui sont intéressants. Comme par exemple, vous faites bien de rappeler le travail qui est fait au niveau de la loi électorale et pour rebondir sur ce que vous avez dit au préalable, M. Théodore, le contexte en ce moment qui est non électoral est très propice justement à des discussions. Quand on s'approche de rendez-vous électoral où là, la compétitivité est très féroce et les sondages mènent et on veut essayer de profiter le plus possible de changements qui pourraient nous avantager dans le cadre de rendez-vous électoral. Mais là, avec un peu de recul, comme ça nous permet d'avoir un peu plus d'objectivité par rapport au texte qui était à l'étude, de réfléchir de façon beaucoup plus objective, mais aussi le travail qui devra être fait au Parlement, parce que c'est au Parlement que ça va être voté, que ça va être débattu, cette loi-là. Alors, il y a énormément de choses qui va devoir accompagner ce processus-là. Et le NDI, ça fait plaisir de pouvoir y contribuer. On va revenir là-dessus pour davantage d'explications et de détails, mais ce sera tout de suite après la pause. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Clarence Renoir et Marie-Ève Bilodeau sont les invités de cette édition. Merci de l'écoute. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous. Le leader du parti uni, Clarence Renoir, et la directrice de l'Institut national démocratique NDI, madame Marie-Ève Bilodeau. Alors, la rencontre a accouché de quelques résultats, Clarence, ça a donné quelques résultats, non? Oui, je crois. D'abord, il y a des points importants, 3 points, vous avez dit tantôt? Oui, je vais y revenir si vous voulez, mais je voulais aussi dire ceci, une formule que j'avais utilisée et, pendant qu'on ouvrait la séance de l'atelier, et
parce qu'en réalité, nous fûmes, pour reprendre un petit peu le site de Pierre Corneille, nous partîmes 5 et nous arrivâmes, grâce à un point renfort de la NDI, nous arrivâmes 50, donc, à peu près, hein, peut-être plus que 50. Nous sommes partis de 5 et nous sommes arrivés à cet atelier qui avait 60-70 personnes. Et comme je vous le disais, le groupe reste ouvert aux partis qui étaient présents, à ceux qui n'étaient pas présents encore, parce que nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de mettre toutes les bonnes volontés ensemble pour dire qu'il nous faut travailler pour améliorer, bonifier une loi qui nous concerne tous, les partis politiques. Donc, il s'agit de cette loi-là. Alors, les trois grandes thématiques qui ont été soulevées, et ce que notre ami et camarade, collègue a appelé les irritants, je parle du sénateur Anacassis, c'est le regard aussi que les gens portent sur les partis politiques qui nous force à regarder ces points-là. D'abord, la partie qui concerne, les articles qui concernent la formation d'un parti politique. On ne doit pas donner l'impression que parce que nous sommes en démocratie, parce que justement, il ne faut pas brider les libertés, chacun est libre de s'associer, d'organiser, de former un parti politique, que ça devient trop facile pour banaliser la vie politique. Donc, la loi qui est en vigueur laisse une certaine ouverture, peut-être trop de facilité pour dire avec 20 personnes, on peut monter un parti politique. Et tous les partis qui étaient là sont conscients qu'il faut remonter les exigences. Remonter les exigences et monter. Voilà. Donc oui, 20 membres fondateurs, mais il faut 5000 membres pour obtenir la reconnaissance juridique de l'État. Pour que l'État puisse accepter de vous donner un statut pour dire oui, vous existez en tant que parti, parce que vous avez 20 membres qui forment votre structure politique, 20 membres fondateurs, mais 5000 membres qui adhèrent au départ à votre mouvement. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel j'ai unanimité là-dessus. Le deuxième point... Donc, même si ça doit déranger, les partis présents, les partis politiques présents à la rencontre, absolument, on saluait l'initiative, on saluait la décision de revoir. C'est peut-être aussi un biais par lequel on finira par réduire le nombre de partis politiques. Est-ce que c'est pas parce que aussi vous entendez barrer la route à ceux qui, manifestement, souhaitent former d'autres partis politiques? Non, je crois qu'il faut redonner son prestige et ses lettres de noblesse à la politique de préférence. C'est-à-dire, pour être dirigeant de parti politique ou pour former un parti politique, il y a des exigences auxquelles il faut se plier tout simplement. Ça ne doit pas être quelque chose de trop facile. Donc bientôt, on mettra de côté cette histoire de 20 personnes pour former un parti politique. Nous espérons, ce n'est pas nous qui décidons. Donc ce sont nous proposons, c'est les parlementaires qui vont en bout de chaîne décider. Et donc ça donne un meilleur regard aussi des partis politiques. Le deuxième point, c'est le fonctionnement des partis. Vous savez, les gens sont sensibles aussi à savoir... Juste avant le fonctionnement. Et le NDI dit quoi par rapport à la formation? À la révision probable aux prochaines de... Écoutez, ça, je suis tout à fait d'accord avec M. Renoy. La décision ne revient pas à nous. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partage d'expérience de ce qui est fait dans d'autres pays. Les conditions de naissance... Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Bien, par exemple, c'est sûr que dans la sous-région, je pense qu'il y a certaines conditions qui ont été mises en exergue qui disent que dans certains pays, on demande à avoir un certain pourcentage de l'électorat qui endosse un parti politique pour qu'il puisse être reconnu comme étant un parti politique officiel. Mais pas 20. Bon, il y a la spécificité haïtienne, alors il faut prendre ça en considération. Donc, c'est ça. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est un peu, nous, ce qu'on voulait apporter à la table de discussion, ou c'était à la table de dessin, si on veut, c'était de voir qu'est-ce qui est fait ailleurs. Comment est-ce que la loi électorale, qui est en tant que telle quelque chose de très... Sur les partis politiques, en l'occurrence. Oui, exactement. Sur les partis politiques et le financement des partis politiques. Qu'est-ce qui est fait? Comment... parce que parfois, c'est pas nécessaire de réinventer la roue. Parfois, il y a des exemples ou des cas succès, des pratiques exemplaires qui ont été faites dans d'autres pays, dans d'autres régions, qui peuvent être intéressantes. Maintenant, nous, on a mis ça sur la table. On a dit, écoutez, voici ce qui se fait dans d'autres contextes qui peuvent être similaires à Haïti. Voyons si oui ou non ça a une résonance. Maintenant, de toute évidence, il y a des exemples qui ont été montrés qui étaient beaucoup plus sévères que ce qui a été discuté, ce qui est dans la loi haïtienne. Mais en même temps, le but, ce n'est pas non plus de brimer la liberté d'association et la diversité politique. Tout le multipartisme implique d'avoir une bonne représentation, une bonne diversité d'options pour l'électeur. Donc, offrir un choix qui est conséquent, c'est intéressant. Mais en même temps, la question se pose de savoir, mais justement, bon, parce que par exemple, je vous parle du Congo. Quand j'étais au Congo, il y avait quoi, 400, 500 partis politiques. Alors, mais qu'est-ce que l'électeur en comprend et en retient? Bien, ça devient extrêmement difficile de faire un choix éclairé dans un débat qui est parfois cacophonique. Est-ce que ça a toujours
toujours voulu dire 500, 400 partis politiques, 400, 500 candidats aussi. À plus, même parfois. Parce que, bon, on parle des oui, si on doit présidentielles, tenir mais compte des indépendants aussi. il y a les législatives, il y a les municipales, il y a les indépendants, vous le dites. Alors, dépendamment des contextes dans lesquels on évolue, c'est sûr qu'on essaie de regarder un peu comment ça s'implémente. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et encore là, dépendamment des contextes qui sont tous particuliers, une chose qui peut être bonne dans un contexte peut être extrêmement méchante dans une autre, extrêmement nuisible dans une autre. Alors, il faut prendre ça en considération. Maintenant, si vous permettez que j'ajoute une petite phrase, c'est ce que le professeur Romero a apporté. Il a apporté l'expérience dans les pays de l'Amérique latine qui ont connu, je vous le disais, les mêmes problèmes, si je peux m'exprimer ainsi, même parcours politique ou démocratique avec Haïti. Donc, on a été exposé à ces exemples-là. Je crois que la participation, les participants étaient très heureux d'entendre ça. Et d'un personnage, d'une personnalité, dont M. Romero, expérimenté et qui n'a aucun intérêt dans la situation haïtienne, sinon que d'apporter des exemples et de partager avec nous une situation que lui-même il a vécue et qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise. Pour les 3 points, il y a la formation, il y a aussi le fonctionnement. Le fonctionnement des partis politiques. Là aussi, c'est un point important. Les Haïtiens se plaignent de ne pas savoir ce qui se passe à l'intérieur des partis politiques, qu'il n'y ait pas de mobilité à l'intérieur des partis politiques. On a l'impression que les partis politiques sont figés autour de 1, 2, 3 visages. Un chef de parti, il reste chef de son parti jusqu'à sa mort, jusqu'à son retrait personnel ou définitif, et le parti peut disparaître avec lui aussi. Donc il faut qu'il y ait une animation démocratique au sein des partis, un apprentissage démocratique aussi au sein des partis politiques pour permettre à ceux qui regardent de comprendre et d'adhérer aussi mieux à un parti politique, à une vie démocratique à l'intérieur. Et, Wendell, il faut ne pas oublier, la loi aussi fait des obligations aux partis politiques. On oublie de parler de ça souvent. Le parti politique a une responsabilité de renforcement de la démocratie aussi, de travailler avec ses membres et ses adhérents sur leur rôle en tant que citoyen dans la démocratie, la participation aux compétitions électorales, le vote, la non-violence, etc. C'est la responsabilité des partis politiques. Il y a des invitations à la violence. Oui, mais c'est justement ce que je dis. C'est une violation de la loi, quelque part, si ça se fait. Si un parti pratique ça et pousse ses partisans, ses membres à le faire. Si c'est un parti qui est au pouvoir, c'est la même chose. La loi punit. Ou qui était au pouvoir. La loi punit. Il faut regarder la loi. Il faut voir tout ça au regard de la loi. Et c'est une conscientisation que nous sommes en train de faire pour nous-mêmes et pour les autres aussi, pour dire, écoutez, nous sommes dans le même pays. Pourquoi nous battre? Regardons ce que dit la loi et respectons les règles et construisons ensemble la démocratie dans la non-violence. Moi, je suis un apôtre de la non-violence et de la réconciliation et du dialogue. Je me sens bien dans cette atmosphère pour travailler avec d'autres personnes. Il faut arriver à cela. Donc, le fonctionnement des partis politiques, ça m'intéressait aussi de comprendre comment un parti politique fonctionne. Comment moi-même, qui suis aujourd'hui à la tête d'un parti, jeune, il est vrai, mais que je puisse ouvrir la porte à d'autres jeunes pour entrer et faire leur route à l'intérieur du parti politique. Donc, le fonctionnement nous intéressait pour comprendre l'expérience de l'Amérique latine, mais aussi la INEP Urban nous apportait un éclairage extrêmement important sur la vie des partis politiques en Haïti, sur le regard que la société porte sur les hommes et les femmes politiques, mais aussi les partis politiques, et pourquoi ils n'y adhèrent pas. Donc, tout ça est à faire comme travail. Nous sommes dans un processus de démocratisation et d'apprentissage, nous tous, que ceux qui sont au pouvoir, que ceux qui sont déjà passés au pouvoir, et que ceux qui aspirent à arriver au pouvoir aussi, comprennent que nous sommes dans une période expérimentale de la démocratie et que nous devons nous prêter à ce jeu d'éducation, de formation. Alors, honnêtement, Clarence, pour les 2 points, le bilan, à votre avis, serait quoi? Le bilan d'Haïti, oui, en général. Oui. Pour écoutez, formation et fonctionnement. Je vais vous dire très sincèrement, à commencer par le deuxième. Sur le fonctionnement, je crois qu'il y a une transparence à faire à l'intérieur des partis politiques pour inviter les gens à venir, écouter, comprendre. Et faire savoir ce que c'est qu'un parti politique aussi. Faire savoir ce que c'est qu'un parti politique. Je ne dirais pas ce qu'il faut faire, les partis politiques savent très bien. On organise des universités d'été pour ça aussi. Sauf que peut-être ils ne le font pas. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'encadrement. Je crois qu'avec le NDIA, c'est une bonne chose de pouvoir bénéficier d'un encadrement technique, de gens qui viennent nous dire. Et je peux vous dire déjà que mes collègues ont demandé au NDIA, est-ce que vous pouvez faire venir d'autres experts pour nous, dans d'autres domaines de la politique, sur la loi électorale, sur le comportement à avoir. Donc c'est une bonne chose. Nous sommes dans un apprentissage. Il faut changer les types de comportements qu'on aurait pu avoir dans le passé pour donner à la jeunesse une autre image de la politique. Ça, c'est le fonctionnement. Et les appels à la mobilisation aussi?
Ben, écoutez, ça peut se faire, mais ça se fait dans un cadre démocratique. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Oui, mais en Haïti, la démocratie donne des droits, mais aussi il y a des limites dans les droits. En Haïti. Oui, mais on est en Haïti, on va changer les choses. Je peux vous dire qu'on se bat pour ça, moi je suis là-dedans aussi pour ça, quelque part. OK. Et sur la formation ou création, j'aime dire création, mais ce n'est pas forcément la bonne expression, le bon terme à utiliser, la formation. On a dit, il ne faut pas que la loi soit trop généreuse. Cette loi, elle est trop généreuse quelque part. Vous dites, écoutez, avec 20 personnes, vous formez un parti politique. Ça vous fait une bidonvillisation du secteur, excusez-moi l'expression, mais une atomisation du secteur qui aurait pu favoriser de préférence un meilleur regroupement si la loi était plus exigeante. Donc, nous, on demande cette exigence. Peut-être que je disparaîtrai demain dans cette exigence. Parce que justement, le professeur Romero nous a dit, les partis naissent, mais ils meurent aussi. Le parti perd son accréditation juridique, si je peux dire ça ainsi, si il n'atteint pas un seuil dans l'élection, un certain pourcentage dans la population électorale. Le parti peut perdre aussi le bénéfice de l'accréditation juridique, mais aussi le bénéfice du financement, puisque vous allez en parler. Justement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un problème résolu? Non. On travaille. Peut-être qu'on se demande pourquoi j'ai dit ça. Peut-être que vous avez d'autres questions en tête, allez-y. Certainement. Alors, étant donné que l'État haïtien tente d'appliquer la loi sur le financement des partis politiques, il y a des décaissements qui ont été déjà faits, si je ne m'abuse. Et j'ose pas vous demander si UNIR a déjà reçu sa part du lion. Non, la part du lion, non. On est loin de là. Mais on a reçu quelque chose déjà. Écoutez, la loi électorale dit quel parti a droit au financement. Si UNIR, je dis clairement, si UNIR a des élus, compte des élus lors des élections, oui, UNIR a droit. Maintenant, reste à UNIR de dire, oui, nous voulons notre part, et parce que c'est la loi qui le dit. Voilà. OK, maintenant, la question, est-ce que c'est un problème en passe d'être résolu? La question du financement des partis politiques aujourd'hui. La question du financement, ce n'est pas une question, je dirais, qui est, une fois dite dans la loi, qui est réglée. Parce que, comme je vous disais, un parti qui peut bénéficier aujourd'hui du financement peut perdre le bénéfice de ce financement dans une autre période électorale, après une autre période électorale. Si le parti n'a aucun élu, il avait droit à un financement pendant une période donnée, et bien après, il ne l'a plus. Ce n'est pas donné du coup pour les partis politiques. Les gens comprennent mal que le financement... Attendez, les gens comprennent mal que le financement est donné à tous les partis politiques qui sont formés. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de financement pour tous les partis politiques. Même si on compte 200 partis politiques en Haïti, les 200 partis politiques n'ont pas droit au financement. Seuls les partis qui ont des élus ont droit à un financement. Et ce financement est donné au prorata du nombre d'élus que le parti compte. Oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous entendez revoir dans cette loi? Ce qu'il faut revoir, c'est les conditions d'accéder à ces fonds et aussi les conditions qui pourraient faire qu'un parti peut perdre le bénéfice de ce financement. La deuxième chose... Est-ce que vous allez rendre service? Est-ce que vous allez rendre service à la démocratie? Mais oui, c'est un jeu. Comme au Parlement, il y a des élus, il y a des gens qui perdent leur fauteuil un jour et qui le regagnent le lendemain. Ça arrive. Non, vous parlez tantôt de la loi qui est trop généreuse. Trop généreuse sur la facilité pour former un parti politique. Ce n'est pas la générosité du financement, je parle. Non, mais on doit tenir compte de cela aussi. Non, il n'y a pas de générosité dans le financement. Parce que je n'ai pas vu dans cette loi qu'on finance un parti politique parce qu'il est créé, qu'il trouve de l'argent. Non, ce n'est pas le cas. Le parti, pour trouver encore une fois le bénéfice de ce financement, doit compter des élus dans ses rangs. Et ça, vous êtes d'accord jusque-là? Mais tout le monde est d'accord. Mais aussi, on veut être d'accord sur l'utilisation qui est faite de cet argent public. Ça, c'est une chose extrêmement importante pour nous. L'utilisation qui est faite. C'est-à-dire, l'argent doit servir au renforcement des partis politiques, doit servir à la formation des cadres au sein des partis politiques. L'argent doit servir à créer un environnement démocratique beaucoup plus sain, je dirais SAIN, par la formation des adhérents, des membres. C'est la responsabilité des partis politiques. L'argent doit servir à institutionnaliser les partis politiques. C'est-à-dire permettre aux partis d'avoir des locaux, de pouvoir organiser des réunions, de faire des débats et qui enrichit le débat démocratique en général. Vous n'avez pas parlé de reddition de compte? Ah ben si, de la transparence et pour rendre compte à l'État après. Il faut qu'il y ait un cahier comptable qui dise clairement
ce qui a été fait de l'argent. C'est l'argent public. C'est l'argent de l'État, c'est les caisses de l'État, c'est l'argent des contribuables haïtiens. Alors, c'est sûr qu'un mécanisme de contrôle, et ça, c'est quelque chose qui est souvent épineux comme sujet, mais c'est nécessaire. Quand on parle de financement de l'État des partis politiques et même de la manière dont les partis politiques lèvent des fonds, c'est important que ce soit transparent, c'est important que ce soit qu'il y ait une reddition de comptes, imputabilité, comme vous avez mentionné. Et ça, c'est effectivement des choses qui sont couvertes en partie par la loi des partis politiques, mais aussi par la loi électorale. Alors ça, c'est évidemment des choses qui font partie intégrante des discussions qui ont trait à la loi. Si mon parti politique... Ah, vous avez un parti? Vous avez 22 membres fondateurs. Je ne vais pas répondre à la question, parce que je n'en ai pas l'intention. Alors, ce que je voulais dire, à supposer que mon parti ait des dettes, beaucoup de dettes, engagées, par exemple, pour la période électorale, au cours des périodes électorales. Est-ce que je peux utiliser cet argent pour m'acquitter de mes dettes électorales? Alors, cette question aurait pu être répondue par l'organisme qui est en train d'être créé, le CRIP, qui doit surveiller à tout cela, à ce que les fonds qui sont accordés aux partis politiques, à quoi ces fonds sont utilisés. Mais non, c'est interdit. On ne peut pas utiliser cet argent pour payer des dettes électorales. Ce n'est pas la mission qui est dévolue à l'argent par la loi électorale. OK. Par la loi sur les partis politiques, je me souviens. Devons-nous comprendre, Clarence Aunoy, c'est l'argent du trésor public, c'est l'argent des taxes des contribuables. Devons-nous comprendre que c'est une bonne chose que l'État enfin ait pris la décision de mettre en application cette loi sur le financement des partis politiques? Oui, écoutez, ce n'est pas facile de faire comprendre ça, mais c'est une bonne chose. Parce qu'il faut éviter que les partis politiques aillent trouver de l'argent ailleurs, dans des mauvaises conditions. Ça pervertit le système démocratique. Il faut éviter cela. Si la société, l'État qui représente la société, peut encourager les partis politiques à fonctionner dans la transparence, à utiliser ces fonds pour institutionnaliser les partis politiques, parce que ce sont les partis qui nourrissent la démocratie. Donc, oui, c'est une bonne chose. Parce que ça peut éviter aux partis, justement, d'aller chercher de l'argent ailleurs. Madame Bilodeau disait, c'est pas que là, l'État doit contrôler, la loi doit contrôler les sources d'argent des partis politiques, mais aussi dans la période électorale. Il faut que dans les périodes électorales, qu'il y ait beaucoup de transparence pour qu'un candidat, un parti politique, dise clairement comment on organise nos levées de fonds, qui finance les partis politiques et quelles sources d'argent entrent dans les caisses des partis politiques pour aller dans les compétitions électorales. Parce que les sources d'argent peuvent fausser le jeu électoral et ça peut aussi être dommageable pour une démocratie dans un pays aussi fragile que le nôtre. Donc l'argent est un élément central, important, mais attention aux sources d'argent. Et c'est la loi qui doit régler ces problèmes. Ce sont les institutions qui sont au-dessus des partis politiques, comme le Conseil électoral, qui est autorisé à demander des comptes aussi aux candidats et aux partis politiques. Et je prendrai un autre exemple, Wendell. Il n'y a pas que l'argent, la violence aussi. Puisque nous sommes dans un pays qui a une habitude de violence pendant les périodes électorales. Mais il faut que la loi, les articles de la loi sont là, que ce soit dans la loi sur les partis politiques, qui dit que le parti politique est là pour encourager le comportement démocratique, non violent, etc. La loi électorale aussi dit qu'un parti ne doit pas pratiquer la violence pour gagner des postes électifs. Et si un parti est pris en flagrant délit de le faire, il doit être frappé et puni et banni aussi. La loi le dit. Donc, vous voyez, nous sommes dans un système où il faut arriver à appliquer la loi envers et contre tous. Envers le parti qui est au pouvoir, s'il pratique la violence pour garder ses postes, comme l'autre parti dans l'opposition qui essaye d'arriver aussi, mais qui passe par tous les moyens, qui voudrait passer par tous les moyens. Il faut être très sévère là-dessus. C'est comme ça qu'on arrivera à une démocratie saine en Haïti, et on en a besoin pour encourager le développement du pays. Parce qu'au bout, qu'est-ce qu'il y a? C'est faire que les gens puissent vivre bien dans la société, que les partis politiques puissent servir de porte-voix des secteurs de la société pour apporter leurs revendications de manière démocratique dans les débats entre les dirigeants de l'opposition, du pouvoir, au Parlement et ailleurs, afin que les problèmes de la société puissent être résolus, mais de manière pacifique. C'est ça. Alors dites-nous, Clarence, à ce moment-là, on se met au travail après l'atelier? Oui, on a beaucoup de volonté pour renforcer ce premier groupe de réflexion qui s'élargit donc à d'autres groupes. Nous allons travailler avec encore des experts, des juristes pour rédiger la loi, parce que les propositions doivent être mises sous forme d'articles de loi. Nous allons essayer aussi
avec l'aide de NDI, de voir si nous pouvons rencontrer des parlementaires et leur proposer les recommandations et aussi, dans la mesure du possible, les soutenir au Parlement lorsqu'il y aura un vote. On sera là disponible pour soutenir nos idées. Mais moi, je ne voudrais pas que ça s'arrête là, à la question de la loi sur les partis politiques. Il y a d'autres champs que nous pouvons creuser ensemble, d'autres sujets sur lesquels nous pouvons réfléchir ensemble en tant que parti politique pour offrir à la société haïtienne montrer une autre image des partis politiques, mais aussi apporter dans le débat des solutions, proposer des solutions pour résoudre les problèmes auxquels ce pays se trouve confronté. Donc nous allons réfléchir pour voir les thématiques sur lesquelles nous pouvons travailler. Alors pour terminer, vous allez continuer à inviter les partis qui étaient absents lors du premier atelier? Tout à fait. Écoutez, Wendell, je suis quelqu'un qui est têtu dans le rassemblement, personnellement. Ce n'est pas un langage politique, ce n'est pas un discours politique que je tiens en le disant, mais je crois fondamentalement et profondément que les Haïtiens, c'est en étant ensemble qu'on peut être plus fort et qu'on peut faire face à nos difficultés pour relever nos défis. Et personne ne doit être laissé de côté. Et moi, j'entends des commentaires, je vais le dire là, ici, si vous me le permettez, que les gens disent « Ah oui, Duvalier était venu, et alors ?» Nicolas Duvalier était là. Oui, il était là. Moi, j'étais bien content de voir que fils... J'ai vu les photos aussi que vous avez prises avec lui. Ben, il a pris des photos avec moi, oui. C'est différent. Oui, mais je vous dire, un fils d'un ancien dictateur qui accepte de se mettre à une table de discussion avec tous les partis politiques, ça me dit, il comprend la nécessité et il jouit aussi aujourd'hui de l'atmosphère de dialogue pluripartiste. Donc, c'est fini, c'est tourné la page du monopartisme et de la dictature. Donc, il est entré dans les rangs de la démocratie. C'est une bonne chose. On n'a pas à repousser les gens. Et nous, malheureusement, Lavalas n'était pas là, Petite Desalines n'était pas là, PHTK n'était pas là, mais j'espère qu'à une prochaine réunion, j'aurai suffisamment de force pour les convaincre d'arriver et de venir avec nous. Vous parlez des acteurs actuels de la vie politique aujourd'hui. Oui, nous pouvons tous qui ont boudé l'invitation en quelque sorte. Je ne dirais pas boudé, parce que ce n'est pas un refus. Il n'était pas présent. Nous avons constaté qu'il n'était pas présent et je suis sûr que dans d'autres occasions... Pourquoi il ne se faisait pas représenter? Parce que quand même, un parti politique, ce n'est pas une affaire de 10 personnes, encore moins d'une personne, c'est l'affaire de plusieurs personnes. Mais c'est aussi une direction qui décide de se faire représenter aussi. Ah, merci Clarence. Alors maintenant, pour le NDI, le dernier mot, vous êtes là et accompagnez les partis jusqu'au bout. Permettez que je vous repose la question. Le NDI est là. Jusqu'au bout, ça nous engage pour combien d'années? Mais vous êtes là même depuis 30 ans. Oui. Vous êtes là depuis 30 ans. Et votre mandat en tant que directrice générale Le mandat, c'est d'appuyer avec une équipe des plus solides et des plus compétentes. Non, alors je parle de termes. La beauté de NDI, c'est qu'on a des termes indéterminés. Indéterminés. Alors là, je suis là depuis 4 jours. Je sais quand j'ai commencé, mais je ne sais pas quand je finirai. Donc, alors, à vous de me le dire. À vie, alors là. On verra. On verra. OK, donc pour répondre à la question, vous êtes en Haïti, vous avez été bien accueillis. Ah oui, très bien. Et là, vous êtes là pour accompagner les partis politiques dans leur démarche d'amélioration de leurs conditions de fonctionnement, tout ça. Oui, les partis politiques, les parlementaires, la société civile. On travaille avec des organisations de la société civile pour faire du monitoring, même du monitoring du Parlement. On fait de l'observation électorale. Donc, c'est sur plusieurs... Là, vous nous parlez déjà de votre programme. Passé, présent et futur. Oui, tout à fait. C'est comme ça. Donc, il y a plusieurs champs, plusieurs éléments sur lesquels on essaie d'apporter un soutien. Et justement, des exemples comparatifs. On parlait justement de certains groupes qui ont été envoyés pour faire de l'observation, des groupes de société civile qui ont été envoyés en République dominicaine, de l'autre côté, pour faire des missions d'études. On a même... C'était avant mon arrivée, alors j'ai rien à voir avec ça, mais il y a des Tunisiens qui sont venus pour faire partage d'expérience avec l'observation électorale, avec des groupes de société civile ici en Haïti. Alors, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de faire en sorte que de toutes ces belles expériences, de tous ces pratiques exemplaires, peut-être qu'on peut en arriver avec des éléments pour bonifier la manière de faire les choses, les textes légaux, ou encore d'arriver avec des trucs innovateurs à la haïtienne qu'on pourrait peut-être penser apporter et contribuer à leur création. Donc, on verra. Merci. Madame Bilodeau. Et pour terminer, Clarence, est-ce que ça vous choque quand vous entendez des gens parler de démocratie à l'haïtienne?
Oui, je dirais, non, ça ne me choque pas parce qu'il y a quand même une spécificité haïtienne. La démocratie qui est pratiquée aux États-Unis ou en France ne peut pas être pratiquée, copier-coller en Haïti parce qu'il y a une culture haïtienne, il y a un passé historique aussi d'Haïti. Il faut composer avec tout ça et je crois que le NDI l'a compris. On ne peut pas imposer à Haïti une forme de démocratie. C'est pourquoi il y a des échanges pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer ici et là et composer notre système à nous. Parce que nous n'allons pas réinventer la démocratie aussi pour dire qu'il y a une démocratie propre à Haïti. Ce n'est pas le cas. Mais il y a une démocratie qui tient compte, qui peut tenir compte des spécificités haïtiennes, tenir compte de la culture, de son histoire, de son passé et aussi de la nature même, je dirais, du pays et des Haïtiens. C'était votre dernier mot, Clarence. Merci. Ah, c'était ça le dernier, bien sûr. Merci, Oudel. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci, madame, monsieur, de l'accueil et de l'intérêt. Nos invités, Marie-Ève Bilodeau, directrice générale de l'Institut national démocratique, et Clarence Saunois, responsable ou encore dirigeant du parti UNIR. Allez, bon week-end à chacun de vous et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.